Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle interview discussion avec Adrien Gromel. Tu es superviseur d'animation et character designer notamment sur le film Petit Vampire qui va sortir bientôt en France. On va discuter de tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Et on va commencer direct peut-être un petit peu par ton parcours, vite fait pour dire un petit peu d'où tu viens en gros dans le milieu de l'anime. Du coup, moi, j'ai un parcours. J'ai pas envie de dire que c'est atypique parce qu'en fait, on a tous des parcours quelque part atypiques dans Ouais. l'animation. Les personnes qui ont suivi la même route. Je t'entendais parler la dernière fois de tout ce qui est art appliqué avec Juliette, il me semble. Mhm. Moi, j'ai fait un BT volume architecturaux, donc art appliqué, Ouais. qui aujourd'hui n'existe plus pour la bonne raison que quand on avait les moyens au bout de 3 ans, donc c'était seconde, première, terminale, on avait les moyens au bout de 3 ans, si on avait vraiment bien travaillé et qu'on s'était vraiment investi, vu qu'on dessinait 25 heures par semaine, de sortir du BT avec un niveau graphique qui correspondait aux gens qui sortaient de BTS. Ok. Donc, par ailleurs, on avait effectivement moins de cours en maths, en histoire géo, on avait moins de cours généraux, on avait une quinzaine de cours, d'heures de cours généraux, mais on avait beaucoup plus de dessins. Donc, ça m'a permis, déjà en sortant de ma terminale, d'avoir un petit bagage graphique suffisant déjà pour dessiner. J'avais très peur de faire de l'animation Ouais. parce que c'était très mystérieux pour moi, un peu magique, et que j'ai fait ces études-là à Marseille, donc il y avait pas de studio, c'était un milieu complètement fantasmé pour moi. Et du coup, j'avais commencé un petit peu en autodidacte à faire des choses parce que j'ai commencé à faire des flipbooks au collège sur mes cahiers de texte, quoi. Ouais, on a tous envie de faire le truc, on trouve les moyens qu'on peut. Ouais. Voilà, j'ai commencé hyper tôt à faire des petits flipbooks, à faire bouger des trucs. En volume architecturaux, donc j'étais en art appliqué volume architecturaux, je dessinais que du décor, enfin du décor. Je faisais du plan, je faisais de l'axonométrie, je Mhm. concevais des espaces, donc je faisais beaucoup de perspectives, mais très peu de personnages. Donc à côté, je passais mon temps à dessiner du perso. Et donc après le BT, je me suis dit ouais, je partirais bien quand même faire un DMA ou faire quelque chose dans l'illustration, mais j'avais un petit peu peur, puis j'avais pas du tout les moyens, mes parents non plus. Donc vu que je touchais la bourse, j'ai fait un BTS dans le même établissement en attendant de pouvoir faire le DMA qui allait ouvrir dans ce même établissement, ce qui fait qu'au final j'ai fait un BTS puis un DMA, toujours à Marie Curie, donc à Marseille. Donc j'ai Mhm. passé 7 ans dans le même établissement. Mhm. Bon, et après ça, je suis parti au Gobelin, fort de 7 ans d'économie de bourse, j'ai pu payer l'école des Gobelins sans avoir à trop galérer. Et bon, une fois au Gobelin, là par contre, on avait un apprentissage très technique, Ouais. très carré. Donc j'ai pris beaucoup de temps. Une fois arrivé au Gobelin, ça s'est très bien passé parce que du coup, j'étais déjà un petit peu rodé graphiquement, donc j'avais juste Mhm. à profiter de tout cet enseignement qui me permettait de virer mes mauvais réflexes et de synthétiser un petit peu mes connaissances en animation. J'ai fait un stage à Disney, donc vraiment axé animation. Ouais. Donc j'avais Eric Goldberg en mentor, ce qui était très très Ça bien parce que va. du coup Ouais. j'ai beaucoup appris. Ouais, j'ai beaucoup appris sur euh, justement la gestion de l'acting, la gestion du jeu, le rythme. Il m'a surtout appris à utiliser la feuille d'expo proprement, chose qui aujourd'hui est très très peu enseignée. En fait, c'est ça qui m'a donné le bagage pour faire de la direction d'anime après. Ouais. Concrètement, si j'avais pas eu ce bagage-là, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Aujourd'hui, mon travail consiste quand même à regarder un petit peu les plans d'anime, regarder ce qu'on va pouvoir faire en termes de jeu, en termes d'acting, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en termes de jeu par rapport au layout qui est déjà là, les layout Ouais. perso, et surtout estimer le temps de fabrication. On a besoin de combien de temps pour faire ce plan-là? Mon animateur il va devoir passer par quelles étapes et comment il va pouvoir interpréter le personnage au mieux de manière la plus simple et la plus efficace, la plus rentable entre guillemets. Parce qu'en France, on n'a pas des budgets énormes en animation, Mhm. contrairement aux États-Unis. Et donc du coup, le but c'est d'être dans le moins de temps possible, de faire le truc le mieux possible. En gros, le parcours c'est ça. Je suis sorti des Gobelins et j'ai bossé directement en France, un petit peu à Londres, un petit peu. Enfin bon, voilà. T'as directement fait du long métrage ou t'as eu d'autres expériences entre-temps? Alors j'ai eu quelques expériences en publicité, je bossais un petit peu à Wiz, un petit peu chez Eddy, mais en gros en parallèle j'ai quasiment toujours bossé sur du long métrage ou sur voilà ma première expérience un peu intéressante quand je suis sorti de l'école le lendemain je bossais chez Eddy, donc je faisais un petit peu des clips etc. Et dans mon jury de Gobelins il y avait Johan Sfar Mhm. qui avait vu certaines de mes animations de trucs de Disney, il avait vu une anime de clochette qui dansait.
et tu m'avais dit ah bah c'est exactement, j'aurais voulu exactement ce style d'animation là pour Zlabia sur le chat du rabbin, c'est dommage, si j'avais su, bah, je t'aurais fait travailler dessus, j'avais peut-être pas le niveau à l'époque. mais, mais voilà, et qui m'a dit, bah, là, je prépare quelque chose où il y aura probablement de la danse. Si ça t'intéresse, je te rappelle et on en reparle. Donc j'étais en train de travailler chez Eddie à cette époque-là, et il m'a rappelé pour me dire, bah, écoute, moi ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui ferait les designs des persos sur le prophète, Ouais. et qui s'occuperait de l'animation. Enfin, il m'a dit ça comme si c'était un petit truc. Alors, concrètement, le prophète, c'était un court-métrage de 3 minutes dans un long-métrage. Donc mon premier rôle un petit peu important en tant que chara-designer, ça a été de poser le design de ces deux personnages-là, m'adapter à la demande d'un réalisateur pour créer des persos de toutes pièces. Là, j'avais zéro... Ouais, donc là, il n'y avait pas de référence de base, contrairement à ce dont on va j'avais parler rien après. du tout. Là, je suis parti vraiment de... il m'a pitché le truc en 2 minutes et vas-y, débrouille-toi. Donc là, il y avait vraiment de la créa, ce qui n'est pas la partie où je suis le plus à l'aise, parce que comme je te disais, moi, je me considère surtout comme animateur, réalisateur, donc j'ai ma vision d'ensemble, mais je vois quand même tout sous le prisme de l'animation. Hmm. En character design, il faut comprendre que on peut quand même découper le truc en deux catégories. Il y a quand même des character designers et des vis développeurs, si on veut, qui sont plus du côté de la créa pure, de la bibliographique, du vis dev, vraiment concrètement. Donc de créer les formes des personnages et tout ça vraiment, quoi. Ouais. Exactement. On part de zéro, enfin de zéro. On a un pitch, on a quand même quelques idées de base, mais on part vraiment, on va chercher nous-mêmes nos références et puis on crée quelque chose de toute pièce. Ouais. Et d'autre part, et moi je me situe plutôt dans cette deuxième catégorie, les character designers qui vont prendre les références, qui vont s'occuper de tout ce que les vis développeurs ont fait avant et mettre le personnage en volume et se préoccuper en fait de comment on va pouvoir animer ça. En fait. Comme je dis, moi je me suis toujours visualisé comme animateur et donc quand j'étais au Gobelin, j'étais entouré de gens beaucoup plus talentueux que moi en design, notamment mon copain Julien Roels qui lui est parti justement dans la partie VizDev et je me sentais pas du tout à la hauteur de gens comme ça que j'adulais un petit peu donc je me dis moi je peux pas être character designer, enfin regardez ce qu'ils font, moi je peux pas prétendre à faire des trucs comme ça, je suis très très bien en anime, hein, on se complète bien, mais moi je peux pas faire ça, c'est pas mon métier. Et donc en fin de troisième année, l'équipe, justement on avait les gens de Disney qui venaient à l'école pour potentiellement nous recruter, nous proposer de faire des trainings ou de partir travailler là-bas. Et donc je recroise mon ancien mentor Eric Goldberg avec qui je discute un petit peu et qui me dit oui viens nous voir, on est dans la salle là-bas, ils font les recrutements pour le Cara Design, il y a Britney Lee, je sais que tu l'as croisée au studio l'an dernier, donc viens lui montrer un petit peu ce que tu fais, je sais que vous avez discuté mais tu la connais pas si bien et tout, donc elle m'a demandé que tu viennes lui montrer tes trucs. Et je lui ai fait mais tu sais moi je peux lui montrer ma bande démo mais mon book c'est pas très intéressant, je sais bien dessiner mais c'est pas intéressant ce que je fais. Il me fait mais non, il me prend par le bras, il m'embarque, il me fait non, montre-lui, je veux que tu lui montres, etc. Donc bon, je lui montre mes trucs et puis quand même un peu gêné en lui disant mais regarde surtout ma démo quoi, parce que le book, Ouais. enfin y a rien à voir dedans, c'est pas intéressant. Et puis elle regarde et puis elle me sourit, elle me fait non c'est très bien, c'est pas du VizDev en fait, c'est du Cara Design et de l'anime. Même dit mais tu devrais pas te dévaluer comme ça parce que t'as rencontré Jin Kim pendant le stage et tout et tu vois bien ce qu'il fait en fait. Donc Jin Kim lui pour le coup c'est un Cara Designer animateur. Ouais. C'est-à-dire que vraiment lui il se considère comme animateur 2D et aujourd'hui il est designer parce que ils font plus d'anime vraiment 2D à Disney. Donc il est designer là-bas mais du coup c'est lui qui prend en main les personnages et qui leur donne vraiment une vie, un rythme. Il fait des tests d'anime en 2D. Je pense que c'est un de ceux qui remet le plus les personnages en volume, fait les turns, fait les planches de facing. L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir modéliser les personnages à partir de ces planches-là et de pouvoir surtout les riguer, faire des blind shapes sur les visages pour qu'on puisse utiliser vraiment les formes de bouche, voir jusqu'où on peut aller en déformant le perso. Et ça, c'est aussi du car design. C'est de la création de perso parce que le personnage est pas animé encore à ce moment-là. Enfin, il est animé en 2D, mais il est pas du tout, il est même pas modélisé. Donc, Ouais. Là, on parle pour la partie 3D, mais c'est pareil pour la 2D derrière, quoi. mais c'est pareil pour la 2D. Pour la 2D, je t'en parlerai après là pour Petit Vampire. Mais concrètement, quand Jin Kim prend des personnages de Britney, le design concrètement existe déjà. Le design, La forme visuellement, globale, on on a va déjà dire, une ouais. idée de ce à quoi va ressembler. Le truc, c'est qu'on a une idée de quoi va ressembler le perso, mais il n'est pas animable en l'état. Il n'est pas utilisable tel quel. On peut faire un bouquin d'illustration,
on peut raconter toute une histoire et on sait déjà à quoi ressemblera le perso, mais on peut pas l'animer parce qu'il est pas en volume, parce que on sait pas les expressions qu'il va avoir, on n'a pas toutes ces notions-là propres à l'animation, en fait. Et donc c'est un métier à part entière. Si vous êtes un technicien, un animateur qui se plaît à faire de l'animation, mais qui en même temps est plus dans un côté créa design, votre place existe. Vous n'avez pas à avoir peur bah non, je suis pas assez créatif, bah tant pis, je fais du board ou je fais de l'anime parce que j'aurais voulu faire du design, mais finalement j'ai pas le niveau par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus créatifs que moi. Non, ça existe aussi. Est-ce que toi, t'es amené aussi à animer les choses? Tu animes aussi un petit peu pendant la phase de design ou pas? Alors, pendant la phase de design, j'anime des turns. Ouais, J'anime je fais des petits tests anime parfois pour me ok. rendre compte un petit peu des volumes, est-ce que mon personnage tourne bien. Mais c'est vrai que en France, on a assez peu de temps et assez peu de moyens. Donc sur mes projets perso, oui évidemment, ça je le fais, je me régale à faire des Ouais, tests d'anime, créer des persos et les animer. Même de toutes pièces pour le coup, puisque bon là quand c'est des projets perso, j'ai pas quelqu'un qui me fait la créa avant. forcément. Mais non, c'est vrai qu'en production en film en France, on a très peu de temps quand même pour animer les persos avant. Alors on fait des pilotes. On Ouais, fait des teasers, on fait des pilotes pour vendre le projet. Donc avant que le projet se fasse concrètement, on fait un petit court-métrage d'une minute ou 2 minutes où là, bah oui, on va bien tester, on va bien voir si ça marche ou pas. Alors, c'est déjà long, hein, 1 minute ou 2 minutes, on ouais. se rend bien compte si tout fonctionne. Mais à ce moment-là, ça permet de bien se rendre compte. C'est aussi se rendre compte de l'ensemble. Quand on fait un pilote, c'est pas juste le design. Mais effectivement, à cette étape-là, on se rend bien compte de si le design fonctionne ou pas. Je suis surtout sur du long métrage, donc tous les designs et tout ce dont je vais te parler là en termes de car design, ça correspond à. Finalement, ça reste du car design parce que j'ai pas. Là, par exemple, on était deux, par exemple, sur les designs de Sahara. Mhm. Donc il y a un film 3D avec des serpents. Et là, pour le coup, j'ai fait du design en 2D, mais pour des persos 3D. Donc, c'est pas de l'anime 2D, mais concrètement, je les ai animés comme si c'était des persos 2D. Oui, la frontière est floue de base. Ouais. Lapsus, je les ai animés comme si c'était des persos 2D. Pour moi, je les ai animés. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Quand on regarde, c'est des planches, en fait. Mais, et c'est là, voilà, c'est là un métier qu'on oublie énormément. Une profession entière qui est cachée du monde de l'animation, Ouais. c'est le layout posing. Justement, oui, c'est ça que je me demandais. Donc ça veut dire qu'il faut définir de base des planches avec telle position. J'imagine le serpent dans telle position dynamique comme ça ou comme ça, et puis Alors définir un peu pourquoi des futures poses clés quelque part qui pourront être là, réutilisées. voilà, là on commence à parler de pose clé. Pourquoi je parle de layout posing? On va retrouver le modèle sous tous les angles. On va devoir le mettre en place en proportion partout. Et normalement, une fois que le layout posing est fait, si on fait un montage de tout le layout, on a le film en entier, on a quasiment toutes les poses clés des persos. Alors, poses clés vraiment principales, hein, évidemment, Mm. mais on a quand même beaucoup de poses clés des persos et tout est en place en fait. Donc l'animateur a pas à se poser de questions. Le modèle, il est là, il a juste à le respecter et c'est tout. Donc tout est en place. Ok. Donc pour moi, un cas, c'est très bien quand sur une production, on a l'occasion d'avoir la même personne au car design, donc sur tout le modèle pack, etc. Pas forcément en créa pure, pas forcément en bibliographique, mais le car designer technique, puis d'avoir cette même personne qui souvent est un animateur à la supervision du layout. Mhm. Et alors là, c'est encore mieux, c'est plus le kiff encore si cette personne-là supervise l'anime ou dirige l'anime après. C'est Ouais, pas c'est toujours clair. possible parce que souvent le layout posing se fait en parallèle, enfin en quinconce de l'animation. En général, en long métrage, on commence le layout posing et puis quand on a un tiers ou la moitié du layout posing, on commence l'animation. Donc ça peut pas être la même personne souvent. Sur Petit Vampire, oui, sur Petit Vampire, je me suis retrouvé à faire les designs des persos, la supervision du layout, un petit peu de board aussi, et surtout voilà la direction d'anime et la supervision après par la suite d'anime, ce qui me permettait et de faire du layout aussi. Donc il y a beaucoup de séquences entières que je layoutais tout seul ou que j'ai retaké en layout sur le film. Quand je regarde le film, même quand c'est pas moi qui ai animé, j'ai l'impression que c'est moi qui ai animé le plan parce que j'ai fait les clés en fait. Ouais, Donc ouais. je reconnais l'expression du perso, je reconnais et puis souvent je faisais les clés, c'était animé dans le studio à Paris et je retakeais le lip sync derrière. Et puis il y a forcément aussi une affaire de durée parce que tu as travaillé des années sur cette production-là. Concrètement, avant la fabrication du film, c'est-à-dire avant même que le film soit financé, Ouais. quand je travaillais sur le Prophète,
on m'a demandé de faire un petit test d'anime sur Petit Vampire. Donc il n'y avait pas de design. À l'époque, ils pensaient le faire en 3D. Donc il y avait quand même des recherches. Voilà, on m'a montré ces recherches-là. On m'a dit voilà, mais sauf qu'on aimerait bien le faire en 2D. Donc fais des petits tests de design, tu les montres à Johan et puis à partir de là, t'animes un petit morceau, genre 5-10 secondes. Donc j'avais fait une petite anime et ça c'était déjà en 2014. Oui. Donc et le film est pas sorti. Le film va sortir octobre 2020. Donc 2014, je commençais les premiers designs et on était vraiment sur de la recherche. Et j'avais fait déjà une petite anime. En fin 2015, début 2016, on m'a appelé pour commencer à faire vraiment le chara design et par la suite la direction d'anime. Donc pendant bien 6 mois, 1 an, j'ai fait que du character design et un petit peu du board sur le film. Okay. Donc j'ai commencé en 2016. Le design c'est fini, on a fait 6 mois, 1 an de développement visuel de board, voilà. Donc entre 6 mois et 1 an de character design et de board. Et après j'ai supervisé et dirigé le film. Donc j'ai continué. Alors j'ai pas forcément continué à faire du design proprement dit, mais je rentrais dans le caractère du perso, son acting, qui il est en fait, comment il va respirer, quel est son rythme, quel est son débit. Alors la voix aide aussi énormément. C'est-à-dire que oui, parce qu'ils l'ont avant. Oui. On enregistre normalement les voix avant d'animer, et la voix peut altérer un peu l'acting du personnage. Donc là, si on a la voix avant de faire le chara design, c'est même mieux. Si on sait qui va l'interpréter avant d'avoir il y a une familiarité vraiment très forte entre l'acteur et le personnage du coup. Même si le design n'a rien à voir. Ouais, ça, c'est juste des façons de. Ouais. J'allais dire, si on part du coup sur la production de Petit Vampire, comment est-ce que vous avez fait? Parce que le matériau de base est une BD. Tu me disais que vous vous êtes pas servi de la série animée qui avait été faite auparavant. Très peu. Ce qui est intéressant sur Petit Vampire et en même temps très compliqué, c'est que d'une case à une autre, le personnage, l'identité du personnage, si on veut, la voix du personnage serait la même, le jeu du personnage est cohérent, mais le design n'a rien à voir. Ouais. Ne serait-ce que cette tête-là, qui peut être intéressante en proportion, et il y a une expression qui est sympa, mais par rapport à celle-ci, on n'a pas du tout les mêmes volumes. Ouais, il est beaucoup plus écrasé, tout ça quoi. Voilà, et alors Fantomat c'est pire quoi, c'est une espèce de masse rouge un peu informe, son visage a des codes un peu intéressants, mais c'est vrai que d'une image à une autre, d'une case à une autre, il se ressemble pas vraiment, et pourtant dans le jeu ça reste cohérent. On le reconnaît bien, on sait que c'est lui, et le perso en soi, il y a des similitudes d'une case à une autre, donc ça déjà il faut les repérer et bien les conserver. Maintenant, il va falloir créer en fait un personnage qui fonctionne avec des proportions qui soient toujours les mêmes, des volumes qui soient toujours les mêmes. Un truc très très important en chara design qu'on oublie souvent, et ça pour le coup pour créer un personnage qui soit vraiment animal, c'est indispensable, c'est positionner des points d'inflexion et être carré là-dessus. Alors est-ce que tu sais toi ce que c'est que les points d'inflexion? J'imagine que c'est les endroits où ça devient souple ou quelque chose comme ça. Alors je peux le dessiner si tu veux. Ouais. Ok, donc pour Fantomat, je vais dessiner un truc très très rough, mais concrètement, je commence un petit peu toujours de la même manière pour avoir le personnage, pour poser un peu les éléments. J'ai posé l'espèce de bourrelet qu'il a au-dessus des yeux. Je sais qu'il va avoir des grands yeux comme ça, bien larges. Je vais poser une petite truffe ici. On va faire un peu plus attaque. Il a une bouche qui est très large, qui est plus large, elle est plus large, c'est l'élément le plus large de son visage souvent. Ouais. Il a une espèce de bourrelet tout autour de la bouche, donc que je ne dessine pas forcément, mais que j'imagine pour garder un peu cette cohérence. Ce bourrelet là passe au-dessus, voilà, qui fait tout le tour là. Il a l'oreille qui dépasse là-bas derrière, il en a une autre qui va être là. Il a un bourrelet de cou, voilà, qui est un peu écrasé. Là, il a un énorme boîte de grosse chair là, de menton, et il a les bras tout rabougris. Voilà. Donc concrètement, alors, je vais caler une petite dent au milieu là, légèrement décalée vers la gauche. Ouais. Et après, j'ai juste à continuer. Ça et il est plein de dents ce perso, c'est insupportable. Après, si tu le places justement, comme tu dis, un petit peu vers la gauche et pas au milieu, c'est pour une raison un peu d'asymétrie. Je veux pas avoir de symétrie parfaite sur le perso. C'est le seul élément qui est pas complètement symétrique. Alors là, j'ai 3 petits trucs qui sont dirigés un peu dans cette direction-là et dans cette direction-là par rapport à
cette truffe-là. Mhm. Là, j'ai juste fait un rêve vraiment de positionnement du personnage, mais je peux, à partir de là, décider que, voilà, là, je vais tirer ce point-là vers le haut. Ok. Mais le milieu va rester relativement stable, quoi. Bah, je peux agrandir un petit peu là, je peux tricher, mais ça, je peux le descendre. Je vais descendre un petit peu la truffe, je vais lui faire une expression un peu. Voilà, ce point-là, je l'ai tiré vers le haut, et je vais utiliser, je vais essayer de garder les proportions globalement. Et mes volumes sont les mêmes en fait. Mes volumes ne changent pas, mes volumes ne bougent pas. Ce qui va compter ici, c'est conserver le même modèle. Je n'ai pas le droit de bouger le modèle. Je ne fais que déplacer des volumes en fait. Ouais. On peut plus ou moins déformer le modèle selon le style d'animation ensuite qu'on va avoir, quoi. Là, tu sais de base quel Aussi, type bien sûr. d'animation il y aura, ouais. Donc c'est des points que je vais déplacer. Mais concrètement, le point, voilà, le point qui est ici par exemple. Ouais. Là, j'ai ce bourrelet là, et j'ai un point ici. Ce point, il se retrouve là, mais il existe toujours. Ouais, je vois, il a été déplacé simplement parce que la chair est Exactement. partie plus bas. Mais ouais. Exactement, mais je ne fais que déplacer des points. Là, j'en ai un ici, je l'ai monté. Là, j'en ai un ici en pointe, je l'ai fait monter. Là, celui-ci, je l'ai fait descendre là-bas. Et j'ai des points partout. Là, c'est pareil. Là, j'ai un bourrelet beaucoup plus rond, si on veut. J'ai un point d'inflexion ici. Là, le point d'inflexion, il est descendu un petit peu et j'ai tendu ce truc-là. Donc, parce que j'ai voulu jouer l'oreille et que c'est un perso cartoon, j'ai le droit de le déformer. Mhm. Mais le point existe toujours. Le danger, le gros danger, ce serait de rajouter des points ou d'enlever des points au fur et à mesure de mon anime. Voilà, donc là, j'ai une courbe qui est comme ça. Le danger, ce serait de me retrouver après avec une courbe qui est comme ça. J'ai rajouté un point là. Ouais. Et pourtant, je l'ai tiré aussi, mais j'ai rajouté un point. Voilà, si j'avais fait ça, j'ai rajouté un point d'inflexion ici. La courbe n'est plus la même. C'est comme si d'un coup il avait les muscles qui étaient vraiment différents ou un os en plus J'ai ou un truc comme ça. ouais, j'ai pas le même muscle. C'est pas le même. Donc mon modèle a changé. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans les erreurs que j'ai fait pendant des années, qu'on fait tous de toute façon. Mhm. Tant qu'on nous l'a pas expliqué, ce principe-là, on fait l'erreur en fait. Et du moment où on l'intègre vraiment et où on comprend et où ça nous marque en fait, une fois qu'on a le déclic et qu'on commence à faire attention à ça, ça change complètement notre manière d'animer en fait. Par exemple, un truc qu'on évite de faire, c'est des expos compliqués à intervaller. Ça c'est un truc des Nine On Men par exemple, Mm. et un truc qui était très fréquent sur papier en animation. Alors je rentre un petit peu dans l'animation, mais concrètement c'est intéressant Bah, ça aussi. en fait partie aussi, ouais, ouais. Voilà, un truc qu'on évite de faire, c'est alors à Disney ils n'animent pas à 3. L'exposition à 3 est interdite. Ok. On anime, on a le droit d'animer à une, on a le droit d'animer à deux. D'ailleurs on animera plutôt à deux. C'est plus économique et c'est quand même mieux. Dès qu'on a des mouvements vraiment rapides avec des spacings vraiment très grands, on va animer à une. On n'anime jamais à 3. Par contre, à la limite, on est autorisé, pour un mouvement très lent, à animer à 4 et avoir un assistant qui va faire un inter. Alors, à faire une échelle d'inter, voilà. Bon, là, je parle vraiment de la technique papier, mais concrètement, aujourd'hui, sur TV Paint ou Flash, on anime toujours comme ça. C'est pas vraiment juste des multiples. Si, par exemple, j'ai envie de me mettre à 24, j'ai envie de faire une expo à 24, c'est tout à fait faisable, puisque ça fait 16, 4, 4, ou 16, 8, en termes d'expo. Donc, Ok. une expo à 24, c'est une expo, c'est pas une expo d'or, parce qu'une expo d'or, ce serait 8 ou 16, ou 32. Mais si 32, c'est un peu trop long, et que 16, c'est vraiment trop court, me mettre à 24, c'est un bon compromis. C'est 16 plus un amorti à 8. Donc ça c'est vraiment le nombre, enfin le nombre d'images qu'on va avoir dans notre plan pour pouvoir les décomposer Exactement. correctement. Mm. Mon plan fait, j'en sais rien, 60 frames, 60 images. J'ai un mouvement puis un fixe. Donc j'ai un mouvement qui doit arriver jusqu'à tel endroit. Ce mouvement-là, je le décompose en combien d'images, en combien de clés, et je vais placer mes clés de quelle manière, et surtout, je vais me... C'est l'histoire de comment tu veux couper un gâteau, en fait. Est-ce que tu Mm. préfères couper un gâteau en 8? Est-ce que tu préfères le couper en 6? Déjà, c'est plus compliqué. Ou est-ce que tu préfères le couper en 9? Va couper un gâteau en 9. Ouais, ouais. Et en animation, il y a personne en bout de table qui restera sans part de gâteau en fait. On peut très bien s'arranger dans les spacings pour que ça marche. Donc mieux vaut s'arranger pour être à 8
et avoir puis intervaller à 4, puis intervaller à 2, plutôt qu'avoir quelque chose à 9. Et alors là, bon bah 9, pour tout découper, si le mouvement est rapide, ça va être compliqué. Maintenant, c'est là que j'en arrive à comment on casse cette règle-là. Un mouvement à 9, si j'anime à 3, ça va. Ouais. Si j'anime à 3 avec une expo à 3, je coupe en fait, je décide d'amortir en début ou en fin. Je fais un intermilieu, que je mets par exemple à 3. Et mon dessin à 6, je vais l'amortir sur la fin. Bon, c'est des petites techniques comme ça c'est vraiment de l'animation, concrètement, plus que Mais en acting, c'est important. Parce qu'en acting, c'est ça qui va définir aussi le rythme de notre personnage. Des personnages, par exemple, comme Fantomat, c'est des personnages très nerveux, très énergiques, où il y aura pas d'amorti de départ. C'est-à-dire qu'il part tout de suite dans l'action. Je vais avoir une anticipation de mouvement, etc. Donc sur les principes de l'anime, ça reste les mêmes. Mais sur ses timings, donc sur les nombres que je vais utiliser dans les expos, il sera très abrupt, il sera très raide. Il n'aura pas vraiment beaucoup d'emphase. Alors que sur un personnage comme la maman de Petit Vampire, elle sera beaucoup plus souvent animée à 3, pour le coup. Sauf quand il y a du lip sync, parce que le lip sync, je dois quand même l'animer à 2, mais très souvent elle sera animée à 3, voire à 4 si je dois faire du lip sync. Et elle sera beaucoup plus douce dans ses mouvements, plus modérée, elle prend le temps, elle est calme, elle est plus posée. Alors il y a des moments où elle s'énerve, mais quand c'est une colère ou quand c'est quelque chose où elle prend de l'autorité, elle prend le temps d'avoir de l'autorité. C'est pas de la panique. Ouais. Et pour rentrer dans le chara design, ces rythmes-là aussi sont importants. Fantomat, par exemple, on réfléchit beaucoup à comment pensent nos personnages. En termes de rythme, en termes de timing, le problème de ce personnage-là, le conflit intérieur de ce personnage-là, c'est qu'il pense trop vite. C'est-à-dire qu'il a un conflit interne, il a un problème, c'est un espèce de bulldog un peu paniqué qui cache des trucs, il ment tout le temps, tout son acting va se jouer avant dans le regard et après dans le reste du corps. Ouais. Parce que d'abord il pense et ensuite il agit. D'abord il pense, on montre qu'il pense et il part. Le truc c'est que lui il a un timing entre le moment où il pense et le moment où il réagit qui est très 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 petit parce qu'il pense trop vite. Et parfois même ses actions dépassent sa pensée. Ses actions commencent avant qu'on voit qu'il a fini de penser au truc, il commence à réagir. Alors que sur les autres persos, d'abord ils pensent, on anime bien le regard, et puis une fois qu'ils ont fini leur idée, ils enchaînent sur le mouvement. Lui non, c'est pas ça. Parfois les mouvements précèdent même un peu la pensée. C'est ce que tu vas ensuite expliquer aux animateurs en disant dans la scène là il se passe ça, essaye de le faire comme ça et ensuite tu corriges en fonction. Exactement, je vais leur dire là, le personnage est complètement en panique, tu le fais partir d'abord et commencer à parler après. Ouais. En termes de volume, ça change rien sur le perso il a toujours le même volume, mais sur les planches même de design, il y a déjà des torsions et dans le jeu, il y aura déjà de l'acting en fait dans les planches de design. Donc ça, je vais déjà l'incrémenter dans le design. Évidemment, la voix va beaucoup aider. Ça arrive des fois qu'il y ait des animations avec des voix qui sont beaucoup plus impliquées que l'image et ça casse un truc directement quoi. Ah ouais, on n'est pas dedans. Alors, un truc qui est, moi je suis hyper chiant avec mes animateurs là-dessus, je suis complètement intraitable sur les lip sync. C'est-à-dire qu'il faut que la bouche soit vraiment parfaitement... La bouche n'est pas juste le labial, le son qui sort, mais la forme de la bouche, l'expression de la bouche. Vraiment dans le facing, il faut que l'expression soit celle qu'on entend, en fait. Et pour le coup, bah, sur des persos comme Fantomat, enfin, tu vas voir, quand tu verras le film, si tu vas au cinéma, c'est la star du film, en fait, c'est Fantomat. Hein. Ouais. C'est une boule rouge au milieu de l'écran, et on ne voit que lui. Et au niveau de la voix, il est interprété avec la voix de Quentin Faure, qui j'espère fera beaucoup de doublage après. C'était son premier doublage, mais il est extraordinaire en doublage et j'espère qu'il en fera beaucoup après parce qu'il a un talent pour avoir un personnage vraiment vrai, vraiment crédible, vraiment vivant. Il faut qu'on utilise la voix du doublage pour vraiment pouvoir l'interpréter complètement par le jeu du perso et du coup par son design aussi. Donc mais bon, je te souhaite de voir le film et de voir ces petites références là parce que c'était assez marrant à faire. Ouais, on se rend compte vraiment de tout le taf qu'il y a derrière et tout. Et là, comme on peut pas regarder les planches ou quoi de Petit Vampire, est-ce que tu en as d'autres que tu pourrais présenter de films précédents? Et qu'on puisse un petit peu décortiquer ces choses-là, si tu as des planches de perso que tu peux Alors, montrer. ce que je peux te montrer, des choses sur le prophète dont j'ai parlé tout à l'heure. À voir aussi que, en fonction du réalisateur avec lequel on travaille, c'est plus ou moins clair au niveau des indications, c'est plus ou moins large ou plus ou moins précis dans les références qui vont nous être données. Moi, la première semaine où j'ai travaillé avec Johan, dans la même journée,
ces références ont été. Alors là, tu fais un truc très Milt Call, très soigné au niveau du volume, quelque chose de avec des volumes un peu intéressants, des trucs très graphiques, très tendus au niveau des lignes, mais très volume quelque part. Et 20 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, la référence était non, un truc plus Matisse. Ouais. Donc, donc c'est le grand écart complet. Là, par exemple, dans la géométrie de ce perso-là ou de celui-ci, il y a des choses, des traits un peu tendus, qui sont beaucoup plus synthétiques et beaucoup moins volume, beaucoup plus trichés, quelque part, en 2D, que sur le personnage que je t'ai montré juste avant, sans dire, une fois de plus, que c'était du Milt Call, mais par rapport à d'autres photos et références qu'il m'avait envoyées, là, on n'est pas dans le même style graphique, en fait. On est déjà en train de plus passer... de l'organique. c'est beaucoup plus organique, c'est plus volume, et même au niveau de l'animation, on va pas animer de la même manière, en fait, ces persos-là. Au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire à ce rendu-là. Ouais. D'ailleurs, on a pris un décor du Chat du Rabbin parce qu'on n'avait pas encore les recherches décors du prophète quand on faisait les designs des persos. Et alors, au final, dans le film, on est un peu plus réaliste, un petit peu plus organique que ça. Okay. Le mieux, ce serait. Alors, et voilà, et on va se retrouver quand même avec des planches, avec des recherches de mains. Pour quand même définir un petit peu des angles des choses. Si je dois te montrer des trucs sur le film, le mieux c'est même que je t'envoie directement vers Instagram. Le prophète, ça ressemble à ça. Et donc au final, on voit que les designs ont encore un petit peu évolué en fait. Le tout, ce qui est important, c'est que le design n'évolue pas sur le film, n'évolue pas tout du long du film, et surtout que le design n'évolue pas sur le plan. C'est-à-dire que si à la limite il y a une toute petite différence entre un plan du début et un plan de la fin du film, c'est pas très grave. Mais dans le raccord et dans le plan, il faut pas que le design change. Ouais. Donc au final, les animes et le rendu ressemblent un petit peu à ça. Alors, on avait des refs vidéo quand même. C'est pas du tout rotoscopé, mais on avait des refs vidéo. Et puis en plus, dans ce cadre-là, que ce soit sur Petit Vampire ou sur Le Prophète, tu as affaire aussi au réalisateur qui est lui-même dessinateur, donc il y a aussi cette approche-là, mais pour de l'image fixe. Donc il y a tout ça qui joue, quoi. Parfois c'est une bonne chose et parfois c'est une contrainte dont on se passerait bien. Quand on est avec quelqu'un qui dessine, il faut aussi garder en tête que c'est quelqu'un qui a une notion du graphisme, de l'image, des codes, de l'iconographie, du design, mais il va falloir garder le contrôle sur le perso et garder aussi une certaine rigueur. Johan nous a proposé beaucoup de choses qui n'étaient pas réalisables en fait, que ce soit sur Petit Vampire ou sur Le Prophète. Et il faut aussi savoir, j'ai pas envie de dire refroidir ses ardeurs, mais aller dans son sens, lui donner ce qu'il recherche, parce que c'est lui le réalisateur. Donc nous, notre rôle, c'est de nous intégrer dans son projet, mais tout en lui disant ça c'est possible. Là, tu nous demandes quelque chose, je vais te faire une proposition, mais il va falloir le faire de telle manière parce que ça c'est pas possible du tout. Et on se retrouve sur Petit Vampire avec ce personnage-là du capitaine. C'était un enfer à animer. C'est-à-dire que les plumes sur le chapeau, la dentelle, la perruque qui doit bouger aussi, j'imagine. Tout doit bouger. Le volume du chapeau qui est énorme, il passe pas par les portes, ce perso, par exemple. Donc, comment on fait quand dans le board il passe par une porte, mais que dans le design il passe pas par la porte? Ça marche pas. Bon, va falloir trouver des gruges en fait, va falloir cadrer différemment, va falloir changer un petit peu des choses au niveau du board, au niveau du posing, pas au niveau du design, parce qu'une fois que le design est posé, il est posé. Mais ce personnage-là nous a posé beaucoup de problèmes. Les autres personnages qui nous ont posé des problèmes, c'est les kawaii, donc ces petites bestioles-là, et qui sont à un moment donné montrées comme un grand monstre qui compose en fait un monstre. Donc ça devient un monstre gigantesque qui tape de tous les côtés et contre lequel Petit Vampire va devoir se battre. Mais on peut pas. Là déjà ils font un peu full, mais quand ils sont complètement groupés et qu'ils doivent former un monstre, on peut pas mettre autant de détails. Donc il va falloir trouver un nouveau design en fait pour le monstre. Le monstre ne peut pas être juste 3 millions de petites bestioles comme ça dessinées avec du détail partout. Donc on va être obligé de synthétiser vachement ce truc-là. Bah tu me parlais de planches sur Sahara avec les personnages éventuellement pour qu'on voit des planches de modèles. Sahara, j'ai pas mal de choses effectivement. Voilà, donc là tu vas voir quelques personnages de Sahara, donc qui sont prévus pour de la 3D. La contrainte quelque part, c'était de partir d'une bible graphique qu'avait définie ZB, donc très graphique. Il y a déjà un petit peu de volume, mais bon, voilà, par exemple quand on regarde les pieds, t'imagines bien qu'on va pas pouvoir le modéliser vraiment comme ça. Il y avait un côté assez illustration, BD, on l'imagine assez bien en BD en fait ce perso. Donc le caractère existait déjà,
Mais à partir de ces dessins-là, donc j'avais ces 3 dessins-là, à partir de ces dessins-là, il fallait créer vraiment le perso. Donc lui définir voilà des poses, lui définir un certain regard, des volumes, des attitudes particulières, une gestuelle aussi. Ouais. Là par exemple le mot d'ordre, quand j'avais vu les mains qu'il lui avait dessinées ici, moi ça m'avait fait penser à des araignées en fait. Ouais, c'est Donc clair. ou des cerfs un petit peu, c'est entre les cerfs et l'araignée. Donc concrètement, quand j'ai dessiné les mains, j'ai pensé, voilà, pour moi ça c'est une araignée morte. Et donc dans les designs de mains, il y a un côté très arachnéen avec des articulations un peu plus épaisses et avec des trucs qui se baladent un petit peu comme ça. Alors un truc qui était intéressant aussi, c'est que là, quand ils ont commencé à modéliser le perso, j'ai pu me servir de modélisation 3D pour corriger un petit peu mes volumes et donc faire un aller-retour. Parce qu'ils avaient modélisé le perso, mais ils l'avaient pas encore rigué, skiné. Ces versions-là, là, il est un petit peu différent. Ouais. Le volume est pas tout à fait le même. J'ai dû assouplir un petit peu, j'ai dû, comment dire, affiner et arrondir certaines parties pour arriver à voilà à ce volume-là qui leur correspondait un petit peu plus, qui était plus facile à faire en 3D et qui correspondait un petit peu plus à ce qu'ils voulaient faire dans le film. Oui. Donc, et évidemment, on a toujours des turns et des Différents poses angles. gestuelles de pied, tout ça pour se rendre bien compte des proportions et pour vraiment être carré sur tout ça. Ce qui est important aussi, c'est de respecter une cohérence sur tous les persos dans le style graphique, ce qui est pas forcément très facile quand il y a beaucoup de persos avec des identités très très différentes. Je fais très très peu de rendu couleur en général. Ouais. Parce que très souvent le visdev suffit pour se rendre compte de la couleur. Donc j'en fais un petit peu. Je disais je fais des designs pour de l'anime. Là c'était des trucs pour des mascottes, pour une chaîne de casino. Où là pour le coup j'ai dû faire du rendu un peu propre parce que il y aurait personne pour faire ce rendu là. Voilà faut réussir à choper des identités un petit peu différentes pour chaque perso. Là on a des personnages de cœur. C'est-à-dire on est sur des cartes. Ouais. Donc on est sur des personnages où on va avoir quelque chose de rond et on va avoir une pointe quelque part. On va avoir quelque chose qui pique. Pourquoi? Parce que on va essayer d'être dans le registre. Là, par exemple, si tu regardes sa tête ici, on va avoir cette forme de cœur sur toute la tête. La poitrine aussi, je vais l'utiliser pour ce genre de truc. Mais même dans les expressions, voilà, cette expression-là un peu mutine, un peu voilà, on a quelque chose qui avec les deux yeux qui vont pointer un petit peu comme ça, qui viennent arrondir un peu cette forme-là. Donc je vais choisir ça pour que les persos collent en fait, même dans le style graphique un petit peu, au cœur. Pareil, là il a un buste, il est très, il y a un côté très très ouvert et puis il a les jambes assez fines finalement par rapport au haut du corps. Ouais. Ça vient du fait que c'est un perso de cœur. Et alors quand je vais arriver, pareil pour la petite grand-mère où voilà entre le nœud, la tête, il y aura de la rondeur un petit peu partout parce qu'on est sur cette forme générique du cœur à rapporter. Et puis alors là, on sent on est presque plus dans le même style graphique. On Oui, est, beaucoup plus anguleux. bah ouais, on est sur le carreau en fait. Donc le perso, il faut pas qu'il soit dans un autre style graphique, mais on va être beaucoup plus anguleux. On va avoir quelques angles, quelques rondeurs aussi, parce que sur le nez, sur les pommettes, on va avoir quand même des courbes et des contre-courbes. Mais c'est un perso qui sera beaucoup plus raide. Et même dans la pose choisie, c'est-à-dire que le carreau, elle croise. En fait, là, on a un carreau qui se forme. Là, on a un carreau qui se forme dans le vide, dans la silhouette. Et dans le visage aussi, on a du carreau qui se forme. Donc, le design, c'est ça aussi, c'est prendre des formes. Là, là, le carreau, lui, sa tête. Pourtant, il a une coupe afro, donc je pourrais faire un truc complètement rond. Mais non, la contrainte, c'est que ce personnage-là qu'on m'a briefé comme ça doit être un personnage de carreau. Donc, je vais utiliser des formes, d'un registre de formes. Pareil, là, tu vois ce que je disais sur ça fait des carreaux en silhouette. Là, j'ai une espèce de carreau qui vient se former. Pareil, je vais gérer les pieds bien écartés pour pouvoir avoir une espèce de croix au niveau du perso. Donc, dans les lignes de force, je vais me débrouiller pour que ça colle avec ce genre de perso. Ouais. Tout en faisant en sorte qu'il fasse partie du même univers quand même global, quoi. Ouais. Exactement, et que ça corresponde à son identité personnelle aussi, quoi. Alors que là, quand on regarde au niveau des épaules et des bras, dans l'intention, on a ça. Mm-hmm.
pareil ici, on a beaucoup de formes comme ça. Bah, c'est un perso de trèfle. Bon, là, pour la coiffure, c'est évident. C'est pas forcément des designs de qualité extraordinaire, mais ça permet de se rendre compte de certains jeux. Et effectivement, bah là, eux, ils ont un peu, lui, c'est la même chose. Je lui ai fait les bras croisés parce que ça me permet de lui donner cette forme-là, en fait, et de révéler vraiment cette rondeur sur le perso. Quand je dis s'inspirer d'acteurs, là, par exemple, j'avais Rochefort en tête quand j'ai dessiné ce perso, alors qu'il lui ressemble pas tant que ça au final, hein. Ouais, mais c'était une base pour avoir des éléments, quoi. Exactement, ça me permet de partir de quelque part en fait. Mais elle est visible dans le jeu, du coup elle est visible dans l'acting et même dans les poses du personnage, elle est donc dans les planches de modèle, elle est visible quelque part, hein. Même si les volumes ont rien à voir. Donc ça veut dire que côté design, potentiellement, il marche pour l'animation aussi. Oui, bien sûr. Ah, moi Ouais. je les ai conçus pour qu'ils puissent fonctionner en anime. C'est complètement possible. D'ailleurs, c'est pour ça que les premières poses que je fais, c'est des squash, des stretch de perso pour Mhm. voir qu'est-ce qu'on va étirer, comment on va jouer avec ces points d'inflexion, avoir au moins une pose squashée, une pose un peu stretchée pour voir comment on peut jouer avec ce volume-là en fait. Ok. Et donc ça c'était pour de la 3D aussi, en fait, au final. Ça, c'est complètement pour de la 3D. Ok. Ces persos-là, ils ont été modélisés. Les persos bah, de Sahara aussi, évidemment, Mhm. ont été modélisés. La grosse contrainte dans Sahara, c'était de passer, et pour ça, ils ont dû faire des modés différentes, donc faire des blend shapes pour de la 3D, pour passer d'une pose comme ça, où il a une bouche qui est toute petite, enfin Ouais. une toute petite ouverture, et pour aller jusqu'à quelque chose comme ça. Ou alors là, le point d'ouverture, il est là-bas dans l'angle en fond. Alors Ouais. que là, bon, donc je pense que ça, ils sont peut-être pas arrivés à le faire complètement. Ils ont dû s'arrêter à quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, parce que la 3D a aussi des contraintes. En Ah ouais, 2D, on peut beaucoup plus déformer les choses, on va dire, bien parfois. sûr. Alors après, euh, je leur avais dit quand j'ai fait ce dessin-là, parce que ça faisait partie de la bibliographie originale, Mhm. et ils y tenaient. Donc je leur ai dit quand j'ai fait ce dessin-là, je leur ai dit, je vous fais ce dessin-là, mais je vous fais celui-ci aussi juste à côté, Ouais. parce que ça en 3D, ça va être compliqué à modéliser. Le problème, c'est que le point d'inflexion n'est pas sur la même surface. C'est-à-dire que là, le point qui s'arrête, il est sur cette surface-là, c'est-à-dire le point d'arrêt de la bouche, le coin de la bouche, il est sur cette surface-là, alors que là, le coin de la bouche, il est sur cette surface-là. Ouais. Donc, en modé, là, je sais pas, il y avait une contrainte technique. En 2D, je me serais pas posé la question Mhm. du tout, puisqu'on fait ce qu'on veut. Le tout, c'est que ce soit cohérent et logique après dans l'articulation, mais on fait un petit peu ce qu'on veut. En 3D, là, par contre, je connaissais la contrainte, donc je leur ai dit, là, je préfère vous faire celui-ci aussi parce que je suis pas vraiment sûr que vous ayez la possibilité d'en arriver là, quoi. Ouais. Et effectivement, quand on regarde sur le film, je crois pas vraiment qu'il y ait des poses de bouche comme ça, même les hauts. Ils ont pas vraiment un haut comme ça parce que bah, du coup ce point-là, cet angle-là, il Il est devait plus faire loin, partie. Là, on rentre vraiment dans le détail technique, mais quelque part, bah, faire du design pour de la 3D, c'est ça quoi. Oui, c'est ça, d'où le côté technique de connaître les contraintes, quoi. Ouais. Alors, tout à l'heure, je parlais du fait que souvent on fait des pilotes, Mhm. on fait des teasers, on fait des petits trucs avant même de faire le film. Euh, Et je parlais aussi du fait que les designs évoluent. C'est-à-dire que très souvent, on commence avec un design et puis on se rend compte au fur et à mesure du layout, du long métrage, que bah, ce personnage-là, on le dessine pas tout à fait de la même manière. Et il y a un exemple qui est très frappant. Alors, je vais lancer une théorie, hein. Je garantis pas que ce soit vraiment Mhm. ça qui se soit passé. Mais dans les seins dalmatiens, c'est-à-dire que, alors on se rend pas trop compte parce que avec les couleurs, ça passe. Mais si on regarde dans les proportions, de m'arrêter sur une image où on voit bien le visage de la maîtresse de Perdita. Donc là, on est quasiment fixe sur elle, donc le Mhm. design est bon. Donc je soupçonne qu'à l'époque, ils aient voulu faire un court métrage pour vendre le projet, pour avoir peut-être des financements ou pour voir si ça allait fonctionner, etc. Voilà, ce plan-là, le plan d'après. Regarde ce Ah design-là. oui. Et ce design-là se tient, c'est-à-dire que à d'autres moments dans cette séquence d'intro, le début du dessin dalmatien, qui est un court métrage en lui-même, Mhm. à d'autres moments, elle a précisément ce design-là, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu quelques images plus tôt. Ce que je soupçonne, et c'est le cas aussi, voilà, ça va être le cas là, je pense, sur le profil, voilà. Ce design-là, on voit bien que il est très proche, c'est la tête un peu ronde Mhm. qu'on a vu juste avant. Donc, ce que je soupçonne, c'est qu'ils aient d'abord animé ce design-là. Ouais. Tous les plans qui sont très animés dans cette séquence ont ce design-là. Et tous les plans fixes de cette séquence, elle a le nouveau design.
C'est d'ailleurs pas tout à fait le nouveau design. Il est un peu entre le nouveau design et l'ancien. Pourquoi? Je soupçonne qu'il l'ait d'abord animé comme ça, puis qu'ils aient fait le long métrage. Et une fois qu'ils ont fait le long métrage, ils se sont rendus compte qu'elle avait pas du tout le même design au début, parce que le design avait évolué. Et du coup, ils se sont dit bon, on n'a pas du tout la thune pour refaire toute la séquence. Mais bon, au moins sur les plans fixes, les plans où elle bouge pas, ou alors il y a que les yeux qui bougent, on va remettre un modèle qui est un petit peu plus proche, puis en plus c'est des gros plans. On va remettre un modèle un tout petit peu plus proche pour que ce soit pas vraiment choquant. Et sur ces plans-là, au moins, elle se ressemblera plus. C'est vrai que c'est possible que ce soit un truc comme ça, ouais, qui soit passé. Ouais. C'est une théorie. Alors, parce qu'en plus, c'est vraiment que sur les plans où elle bouge beaucoup qu'elle est pas au modèle. Sur les plans où elle ne bouge pas, elle est quasiment au modèle. Voilà, là, elle est pas au modèle, par exemple. Ouais. Là, c'est pas du tout elle. Par contre, elle est à l'autre modèle. C'est ça, donc ce serait le modèle court-métrage test avant de... Exactement. Ce serait le modèle original, le modèle de départ, on va dire. Et là, voilà. Et là, on voit qu'elle évolue. Là, elle évolue déjà un petit peu. Le modèle est déjà plus le même. Ah, c'est marrant. Et sur ces plans-là, il est quand même pas aussi tenu que sur l'autre, les séquences qui suivent, par exemple. Voilà. Là, elle a vraiment le design définitif. C'est un perso qui est très apprécié, au Gobelin, mais par les animateurs, par les étudiants en anime, ce design il est vraiment super beau. Et du coup, quand on regarde cette image-là et quand on regarde l'image qu'on a plutôt dans le film, on voit bien que le design n'a pas grand-chose à voir en fait. Ouais, oui, c'est vrai qu'elle a le visage plus, enfin, il n'y a pas la même forme en fait, pas les mêmes C'est pas du angles. tout la même forme. Ouais. Là, elle avait un visage qui était beaucoup, beaucoup plus rond. Là, je te le montre, évidemment, tu le vois, c'est flagrant et bon, une fois qu'on le sait, on peut pas passer à côté. Mais quand on le sait pas, On c'est s'en pas rend pas compte. tellement flagrant, ça a gêné personne. Ouais, ouais. Pourquoi ça a gêné personne? Parce que la couleur, parce que le mouvement, parce que l'histoire, t'es pris, il y a de la musique, il y a du son, Puis la voix est la même et tout ça. Enfin, puis la tout voix ça, est la tout ça. même, puis elle parle quasiment pas là dans les séquences d'intro. Puis dans la séquence d'intro, on est tellement avec Pongo et Roger que elles sont, c'est un peu le love interest, donc elle a pas tellement d'intérêt à ce moment-là de l'histoire. Elle est juste là pour qu'ils sortent de l'appart. Donc, Ouais. mais après, par contre, elles ont une importance beaucoup plus grande. Elles se mettent à avoir de l'acting, elles se mettent à parler. Et donc ce personnage féminin, en tout cas, parce que c'est vrai que Perdita change pas de modèle, mais ce personnage féminin, en tout cas, devient vraiment vivant. Et c'est au moment où ce personnage-là devient vraiment vivant qu'il prend son vrai design, en fait. Oui, parce qu'au départ, il n'était pas censé être aussi important, et puis hop, Ah ouais, derrière, ouais. peut-être pas, on sait pas. Mais en tout cas, quand il est devenu important et qu'ils s'en sont vraiment préoccupés, qu'ils ont commencé à l'animer, le design a évolué. Ouais. Donc c'est pour ça que je relie autant le design à l'anime. C'est que pour moi, tant que tu l'as pas animé, le perso, il risque de bouger un petit peu, en fait. Il y a un risque qu'au moment où on commence à l'animer, il prenne une vie qu'il n'avait pas avant. Et que ça change, ça aille même jusqu'à changer les volumes. Si tu changes les expressions faciales, donc il change les volumes. On peut se permettre cette latitude-là au début, quand on fait un pilote ou quand on cherche. Une fois que la production, par contre, est lancée, en principe, il faut que ça se gère dans les 2-3 premières semaines, quoi, parce que sinon on perd un temps monstrueux. Les designs Ouais. peuvent pas changer en permanence, quoi. Donc au tout début, on a le droit de faire des petits changements, de faire des petites retakes et de corriger des choses, mais assez vite, il faut qu'on soit carré sur les modèles. Hein. On peut Ouais. pas se permettre de partir dans le flou. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil, on va dire, ou comme petit truc à quelqu'un qui voudrait se diriger vers ce que tu fais justement? Moi, j'ai fait un truc assez tôt. Enfin, je me suis mis un truc assez tôt en tête Ouais. qui, je pense, m'a un peu sauvé de beaucoup de galères. Et c'est ça qui m'a poussé à faire les Gobelins aussi. Je suis rentré en leur disant ça. Je suis rentré en leur disant, je veux que le dessin et l'animation ne soient plus pour moi qu'un outil et pas une finalité. Mhm. Si déjà vous sentez que niveau dessin c'est pas tout à fait ça, il faut que vous ayez un niveau de dessin irréprochable. Spoiler alert, vous n'aurez jamais un niveau de dessin Mhm. irréprochable. Mais ça peut être la cible. J'ai pas du tout un niveau de dessin irréprochable. Mais mon objectif, c'est toujours de progresser, d'être meilleur en dessin aussi. Allez vraiment chercher ailleurs. Vous devez avoir 3000 styles graphiques. Vous devez être capable de vous adapter à n'importe quel style graphique très facilement. Et ça, c'est un skill d'animateur. Oui. Donc, si vous avez l'occasion au moins de faire un petit peu d'anime, si vous voulez faire du design, du chara design prévu pour l'anime, sans faire d'anime, ça va être dur en fait. C'est possible, mais très franchement, c'est pas sympa pour les animateurs derrière, parce qu'eux, ils vont être en galère, quoi. Mhm. Donc, moi, je pense à l'équipe derrière qui va devoir animer sur des designs de quelqu'un qui ne sait pas animer, parce que il s'est pas intéressé trop à la chose, et qu'il aime créer des persos et pas forcément les animer. C'est très difficile pour l'équipe, en fait. Alors que
des persos qui sont animés qui sont créés, qui sont designés par un animateur, ça se voit tout de suite. Il y a aucun problème, ça se détecte immédiatement dans les poses, dans la justesse, dans justement le fait que les points d'inflexion sont bien aux bons endroits, dans le fait que les proportions soient tenues d'un modèle à l'autre. On se pose pas de questions, c'est évident. Être animateur, c'est du coup être capable de s'adapter à n'importe quel style parce qu'on doit passer d'une prod à une autre. Donc en design, vous aussi, essayez de prendre un petit peu de tous les côtés. Ne restez pas. J'ai beaucoup d'élèves qui sont restés bloqués parce que ils étaient fans de. Souvent c'est Naruto. Ils étaient fans de Naruto. Ils voulaient faire que du Naruto. Et puis dès que ça sortait d'un registre animé, ça à la limite ils commençaient à aller chercher un peu dans d'autres animés. Dès que ça sortait d'un registre animé, ils prenaient pas les refs en fait. Ils arrivaient pas à s'adapter. Et ils sont restés bloqués longtemps là-dessus. Quand ils ont commencé à s'ouvrir un peu à d'autres styles graphiques, là ils ont explosé quoi. C'est parce que ils ont découvert ce skill-là d'être adaptable. Ouais. C'est clairement le truc le plus important. T'es censé recevoir des modèles sheets et savoir quoi faire quoi. Ouais. Donc adaptez-vous et adaptez-vous et progressez en dessin jusqu'à ce que ça ne soit vraiment qu'un outil. Et ça passe par du dessin d'observation, ça passe par prendre des références et les réinterpréter. Il y a des. Je peux pas là donner un tips parce que ça prend des années de tout comprendre, de tout découvrir. Moi, il m'a fallu 10 ans avant de commencer à être vraiment à l'aise en dessin. 10 ans à travailler, 10 ans d'école et de 10 vraies années, voilà. Ouais, 10 vraies années où je dessinais 8 heures par jour, quoi. Donc, faites le calcul. Ouais. Alors, un truc, si vous voulez garder la motivation, tous ceux qui ont réussi, que ce soit à faire du design ou à faire de l'anime ou à faire n'importe quoi dans le milieu de l'anime, tous ceux qui ont réussi sont ceux qui se sont acharnés et qui n'y arrivaient pas au début, ça c'est sûr. Mais surtout gardez en tête que l'inverse est vrai aussi. Tous ceux qui se sont vraiment acharnés ont réussi. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas si vraiment vous êtes passionné par la chose. Et qu'on travaille énormément. Accrochez-vous, ça va le faire. Il suffit de travailler. Si vous travaillez pas ou pas suffisamment et que vous savez aussi pourquoi vous n'y arrivez pas. Faut s'accrocher. C'est dur, faut juste s'accrocher en fait. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt.